On y va. Allez, bonjour à tous. Du coup, voilà, bienvenue pour cette table ronde sur comment développer un réseau d'objets connectés au bénéfice des usages. Donc, les objets connectés, ça nous parle tous aujourd'hui. Il y en a partout et de plus en plus. Les invités de cette table ronde, Thierry Gouby, vice-président du Ciel, territoire d'énergie. On a également Pierre Dubois en troisième position, ils ne sont pas dans l'ordre, je suis désolée, président de Rekea, c'est comme ça qu'on dit. Nous avons Emmanuel François, bonjour, président de Smart Building Alliance. Et enfin, Mickaël Charrier dirige la société Optimise Network. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous, Thierry Gouby. Pourquoi cette thématique est importante pour le Ciel ? C'est l'actualité, j'imagine, et on en voit de plus en plus, comme je disais, des objets connectés. Oui, bonjour à tous. Effectivement, ce sujet est d'actualité et pourtant, si on revient un peu dans le temps, en 1957, les Russes envoyaient Spoutnik dans l'espace. Premier objet que j'appellerais connecté. Il faisait simplement bip bip, mais il permettait de transmettre de l'information à distance. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela dit, on arrive dans un monde où les réseaux sont structurés et on a besoin d'informations et de données. On voit avec l'ensemble des téléphones portables et un certain nombre d'outils que nous sommes dans un monde connecté. Et donc le Ciel, à travers son réseau d'objets connectés, ROC 42, souhaite mettre en place pour les collectivités un certain nombre d'outils pour prendre des décisions. Mais j'en reparlerai tout à l'heure. C'est vous, Pierre Dubois, qui mettez en œuvre ce réseau ROC 42. Vous pouvez peut-être nous dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc, le Ciel a lancé, il y a 18 mois, 2 ans, un dialogue compétitif. Parlez bien fort et très près du micro. Souhaitait s'équiper d'un réseau d'objets connectés dans le prolongement en fait, du projet THD 42. THD 42 gérant le haut débit, ROC 42 gérant le bas débit, permettant d'aller chercher les informations plus près des usages, plus près des compétences métiers, avec une diversité d'usages, une diversité de métiers qui étaient adressés. Et donc pour ça, le réseau ROC 42, qui est mis en place par le Ciel, permet de récupérer finalement des données de tous ces capteurs qui sont là, sont connectés à ces passerelles, il y en a une là, et derrière ça remonte vers les serveurs du Ciel pour pouvoir valoriser, utiliser cette donnée et servir les collectivités pour prendre des décisions informées, je dirais. Il va falloir nous expliquer un petit peu. Donc il y a plein de choses là que vous avez installées, Thierry Gouby, sur la table. On a un capteur de CO2. Et concrètement, à quoi ça sert tout ça ? Expliquez-nous. Alors concrètement, on a un certain nombre d'objets qui existent là sur la table et puis d'autres qui ne sont pas encore inventés mais qui viendront dans les temps futurs et j'espère que nos partenaires vont pouvoir nous aider à les mettre en place. Mais je tenais à ce qu'on puisse montrer, pour ceux qui sont ici présents, une antenne. Voilà, c'est juste le petit tube blanc qui est ici. Donc c'est quelque chose d'assez léger qui permet de connecter à plusieurs kilomètres l'ensemble des objets. Et les objets connectés, ça peut être de tout petits objets comme des plus gros objets. Vous voyez sur l'écran à côté la température et puis la concentration au CO2. C'est un des capteurs qui sert et qui servira pour les écoles pour déterminer, notamment par ces temps de Covid, s'il faut ouvrir les fenêtres ou pas, ou travailler sur la ventilation des bâtiments. Donc on voit très concrètement un capteur d'eau, d'autres capteurs de volume, de volumétrie. Voilà. On a plusieurs outils qui sont existants et qu'il faut le faire cohabiter pour pouvoir faire remonter de l'information. Et quand vous disiez le réseau, un réseau c'est quoi ? C'est un ensemble de relations et ces capteurs vont nous permettre, à nous élus, à nous collectivités, de prendre des décisions. Qu'est-ce que c'est qu'un élu ? Un élu, c'est quelqu'un qui est en charge de gérer le bien collectif par rapport au réseau des individus et des administrés, et donc les décisions sont à prendre. Pour prendre une bonne décision, il faut avoir connaissance du sujet, avoir un certain nombre d'indicateurs qui permettent de prendre la meilleure hypothèse de travail, et donc ces capteurs sont là pour ça. Donc c'est valable pour donner un exemple sur les réseaux d'eau, ça permettrait de détecter des fuites et de pouvoir agir en amont, et donc faire des économies pour l'ensemble des administrés sur la facture d'eau. L'antenne est dans la salle. Est-ce qu'on peut très rapidement détailler un petit peu la qualité de l'air dans cette salle ?
Alors, c'est facile. Nous sommes à 1020 ppm, ce qui est malheureusement pas une très bonne qualité d'air dans le renouvellement de la salle. Voilà, donc c'est après la solution, enfin la présentation qui est là aujourd'hui avec cette valeur. Je peux vous témoigner que des capteurs qui sont mis par exemple sur l'école de Marcilly-Châtel dont je suis le maire tournent beaucoup plus bas par rapport à l'ensemble des centrales de traitement de l'air qui sont mises en place. Et puis il y a des classes où effectivement on s'aperçoit qu'il faut vraiment ouvrir les fenêtres et travailler pour aménager sur la circulation de l'air. Donc voilà, des exemples très concrets par rapport à ça. Autre sujet sur la décision et sur les réseaux, ce qui est important par rapport aux collectivités, et ça on pourra en discuter, c'est aussi que ça soit porté par la collectivité et non pas être de réseau privé. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est par rapport aux collectivités d'agréger un certain nombre d'informations, un certain nombre d'outils. On travaille avec le réseau LoRaWAN, qui est un réseau ouvert et qui permet à l'ensemble des capteurs de pouvoir être branchés ou connectés les uns avec les autres sur ces réseaux. Donc c'est tout l'intérêt et tout l'enjeu de la collectivité à travers le ciel et le syndicat de porter un réseau pour l'ensemble des collectivités du territoire. On va rester sur cet objet connecté. Donc c'est un exemple parmi des milliers d'autres d'objets connectés. Elles vont où toutes ces données aujourd'hui ? Alors, ces données, elles sont, enfin, vous pourriez peut-être répondre encore mieux que moi, mais elles vont sur, bien sûr, des serveurs de données qui agrègent les données et qui peuvent être ensuite donc consultées. Oui, effectivement, les données, elles remontent vers les serveurs qui sont du ciel, et la donnée, elle reste propriétaire de la collectivité. C'est pas une donnée qui va être utilisée par un opérateur privé. Derrière, la collectivité peut la diffuser sur des écrans comme ça, peut l'utiliser en interne, peut la reposter ou peut la valoriser de la manière qu'elle souhaite. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une souveraineté de la donnée de par ces réseaux d'initiatives publiques, contrairement à d'autres solutions propriétaires ou d'autres solutions qui ne seraient pas ouvertes. Je vais passer la parole à Emmanuel François. Vous voulez nous parler aujourd'hui d'interopérabilité. Est-ce que je l'ai bien dit ? Oui, c'est effectivement. Oui, l'interopérabilité dans le monde des objets connectés est juste essentielle. Tout d'abord, peut-être, je me présente. Donc, je suis président fondateur de la Smart Building Alliance for Smart Cities, une association qui accompagne l'ensemble des acteurs du bâtiment et de la ville dans cette transition numérique combinée à la transition environnementale. Et il faut bien associer les deux. Si on pense que numérique sans environnement, on a tout faux, et encore plus aujourd'hui. Donc c'est l'ADN de la SBA depuis 8 ans, avec une vision qui est de dire on va vers un monde, qu'on le veuille ou pas, où hyper connecté, où tout équipement, tout citoyen, toute infrastructure sera connecté, interconnecté, et interagira en temps réel. Et la notion de temps réel est juste incontournable. Mais c'est ça qui est important, parce qu'envoyer une donnée d'un objet connecté, mais savoir qu'il y a une fuite d'eau que 24 heures après, ou une consommation électrique que 24 heures après, ça ne permet pas d'agir en temps réel, et souvent ça peut être catastrophique. Donc cette notion de temps réel est fondamentale. Donc pour qu'on puisse interagir et que les équipements puissent interagir, cette notion d'interopérabilité est fondamentale. Alors qu'est-ce qu'on entend par interopérabilité? C'est à la fois les protocoles de communication, et c'est effectivement bien que vous ayez choisi des protocoles ouverts, standardisés, parce qu'effectivement, aller vers des protocoles qui sont fermés ou propriétaires n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça nécessite soit d'avoir des passerelles qui coûtent cher, et ensuite, si l'industriel qui porte ce protocole disparaît, ça veut dire que toute l'installation de la ville est à refaire. Donc, ce n'est pas durable. Donc ça, c'est la première chose. L'interopérabilité des protocoles et les protocoles standards, c'est primordial. Le deuxième, c'est les Application Programming Interface. C'est ce qui permet, les API, qui permet d'interconnecter des équipements hétérogènes entre eux et pour qu'ils interagissent entre eux grâce à des API ouverts. Et ça, si vous voulez, c'est la deuxième clé fondamentale de cette interopérabilité. Et là, on dérange à la SBA un grand nombre d'acteurs qui, effectivement, n'ont pas du tout vocation à
donner leurs API ou à présenter leurs API. Ils disent, attendez, ces API nous appartiennent et on n'a pas du tout envie qu'un tel vienne piloter notre chaudière ou vienne piloter notre système d'éclairage, etc., etc. Eh bien ça, c'est le XXe siècle. À l'heure du numérique, à l'heure où effectivement il faut mutualiser les équipements, mutualiser les objets connectés, ce n'est plus du tout raisonnable, ni ça ne doit plus être monnaie courante. Et ça, c'est un message fort à toutes les collectivités qui doivent désormais demander, dans les cahiers des charges, que les API soient renseignés et soient ouverts. Et ça, c'est un message fort à la SBA qu'on a demandé et qui s'appelle R2S Connect et qui fait partie de ce cadre de référence qui commence à devenir une référence dans les bâtiments et dans les collectivités pour avoir des bâtiments et des territoires interconnectés et résilients. Cette notion de résilience est importante. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous parlez de ça? En fait, cette interopérabilité, elle est fondamentale parce que, par exemple, là, on a un capteur de CO2. Il peut parler n'importe quel protocole pour autant qu'il soit standardisé. Mais à partir du moment où on a cette interopérabilité et qu'on a accès aux données en temps réel, eh bien, on va pouvoir mutualiser l'équipement. Et là, par exemple, un capteur de CO2, on va avoir une information de qualité d'air. Mais si d'autres acteurs y ont accès, on va dire, attends, là, j'en déduis que dans cette pièce, puisqu'elle fait tant de mètres carrés, il y a tant de personnes. Donc, ça veut dire que tous les bureaux sont équipés. Ou, au contraire, il n'y a qu'un bureau qui est équipé. Donc, on va pouvoir dire, attendez, cette pièce, il y a 2 bureaux ou 3 bureaux de libre. Et on n'aura pas besoin de mettre en plus un capteur qui a une empreinte carbone, qui coûte cher sur tous les bureaux pour dire, écoutez, pour pister le nombre de personnes. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, j'ai discuté tout à l'heure avec Enedis, ça fait partie, par exemple, des projets d'Enedis de doter tous les bureaux d'un capteur de présence au niveau des bureaux. C'est possible, mais si on fait ça, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut donc bien choisir, et dans certains cas, ce que je veux dire pour conclure, ce n'est pas forcément nécessaire de relier un capteur avec un service. Ce qui est important, c'est d'avoir un capteur qui transmet une donnée et que cette donnée soit accessible en temps réel et puisse être exploitable par un certain nombre d'acteurs avec des applications pour opérer un service multiple. Et quand vous proposez tout ça aux collectivités, qu'est-ce qu'on vous répond alors? C'est une question de formation, d'information. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités sont encore très cloisonnées, raisonnent éclairage, qualité d'air, sécurité, etc., etc. Et donc, en fait, c'est un capteur, une application pour un service. Mais ça, c'est fini, c'est le XXe siècle. On est à l'heure du numérique. Il faut une approche transversale. D'où, effectivement, ce cadre de référence R2S qui commence à être impliqué même dans des territoires. Mais effectivement, on a un gros travail d'éducation. Et c'est pour ça que Ciel est membre de la SBA pour porter cette bonne parole auprès de toutes les collectivités. Avant de faire réagir Thierry Goubi, je vous voyais sourire, Pierre Dubois. Oui, je voulais juste rebondir sur l'interopérabilité. Et finalement, ce capteur de CO2, il y a 3-4 ans, on en posait dans les... il mesurait le confort. Et le confort, on était sur des seuils de 1800 ppm, donc en fait, on sera en très bon confort dans cette salle. Ça, c'était il y a 3 ans. Et ce même capteur de CO2, aujourd'hui, il mesure la qualité de la ventilation. Et aujourd'hui, dans les écoles, qualité de ventilation égale risque Covid. Et donc, le seuil, c'est plus le même. Et finalement, l'interopérabilité permet d'utiliser ce même capteur, il y a 4 ans pour du confort, dont tout le monde s'en moquait, et aujourd'hui, sur du risque Covid. Tout le monde est franchement motivé sur le sujet. Et je discutais ce matin avec le responsable des bâtiments, David Lancy, il me dit on va en poser dans les écoles, mais moi je veux aussi la température sur ce capteur. Parce que là, on va demander à tout le monde d'ouvrir les fenêtres, mais les bâtiments, l'hiver, avec l'ouverture des fenêtres, la température elle va plonger. Donc si on ouvre trop, la consommation de chauffage, ça va partir en flèche. Et donc finalement, ce temps réel permet aussi de mesurer, et avec ce réseau connecté, permet de mesurer les comportements, les usages, de faire des économies. Au final, le retour sur investissement d'un capteur de CO2, il est nul. Du confort, du risque. Mais si on dit, bah oui, mais ça permet aussi d'éviter de perdre beaucoup de calories dans un bâtiment, de ne pas trop ouvrir, là, il commence à y avoir un retour sur investissement. Et ça, c'est des cas d'usage qu'on n'avait pas envisagés, qui arrivent. Il est là parce qu'il y a le Covid, puis parce que demain, il y aura autre chose.
Et finalement, c'est cette interopérabilité qui permet d'utiliser les mêmes capteurs ou des capteurs différents pour suivre des usages qui évoluent à toute vitesse. Thierry Merci de Gouby. ce commentaire. Pardon, Thierry Gouby, pourquoi ça coince au niveau des collectivités? Comme toute collectivité, on gère le bien public et les finances publiques. Et donc, il y a un investissement qui est à faire. Si on mesure ce réseau, en gros, pour couvrir l'ensemble de la Loire, c'est 400 antennes de ce type qui seront déployées. Et ça veut dire que c'est un coût assez faible pour mettre en place ce réseau. Mais par contre, la réflexion, c'est bien de mettre des capteurs, mais qu'est-ce que j'en fais derrière? Et pour l'instant, pour beaucoup d'élus, c'est peut-être pas encore tout à fait clair de voir les dispositions ou ce qu'on peut en mettre en place. Donc c'est justement toute la réflexion sur le croisement des données qui va apporter un intérêt. Et c'est vrai qu'il faut que ça puisse s'adapter aussi à une collectivité qui va pouvoir mettre énormément de capteurs parce que il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de bâtiments, et une collectivité beaucoup plus petite en taille et qui n'aura moins besoin. Donc c'est tout l'intérêt de la solidarité à travers le syndicat par rapport à ça, et d'expliquer aux élus effectivement qu'est-ce que c'est ce capteur, qu'est-ce que c'est qu'une antenne, et qu'est-ce que je vais faire de la donnée. Je reviens vraiment sur l'usage de la donnée, il faut la qualifier, qu'elle soit accessible, et il faut en rester propriétaire. Quand on discute actuellement sur les sujets des réseaux d'eau, on a ici un compteur qui permet d'envoyer directement la relevée. On mesure tout de suite l'intérêt économique d'avoir une relève automatique et sans avoir quelqu'un qui vient passer faire la relève, mais on mesure aussi toute la difficulté de devoir changer ces compteurs pour les mettre aux normes. Et donc, il y a quand même des freins d'investissement. L'intérêt par rapport au réseau collectif, c'est que la norme et le capteur deviennent propriété du bien que sont les canalisations et le réseau dans son ensemble. Ce qui fait que dans les délégations de services publics où d'autres prestataires interviennent, effectivement, on reste libre de maîtriser la donnée, quel que soit l'opérateur, pour pouvoir l'utiliser. Alors un certain nombre de... C'est essentiel. Hein. C'est même capital pour que ça fonctionne, et je pense que c'est l'enjeu. Enfin, s'il y a un seul message à retenir aujourd'hui sur ce temps, je pense, c'est de convaincre les élus que rester propriétaire de la donnée, c'est rester propriétaire de la décision ensuite et de maîtriser au mieux. On voit bien par rapport à l'image qui a été donnée sur l'ouverture ou pas des fenêtres et l'enjeu que ça a après sur les températures. Alors, on a quelques capteurs qui existent, mais ça peut être aussi sur le bruit, ça peut être sur le département par rapport aux barrières de dégel. On a tout un tas d'applications qui sont à créer ou à mettre en place. Je peux juste vous citer le galet connecté, parce que c'est quelque chose que je trouve original. C'est un petit capteur de cette forme qui va être mis dans un galet. Donc c'est en cours de développement et qui va permettre de suivre la sédimentation sur le fond de la Loire. Donc c'est quelque chose d'original, on ne va pas en développer des milliers, mais ça va permettre d'étudier et de se poser certaines questions pour pouvoir y répondre. Donc voilà tout l'intérêt de cet enjeu, avec un réseau ouvert et des partenaires qui vont nous aider à trouver l'outil le plus adapté par rapport à la mesure. Et je pense que justement, il faut avancer la pompe. On a des demandes réglementaires sur les classes. On sait qu'actuellement, au syndicat, nous allons se doter de capteurs pour pouvoir en mettre sur l'ensemble des écoles de la Loire. Et donc, voilà, on y est, on amorce la pompe. Et c'est comme ça que je pense que les élus comprendront le système pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est ce réseau d'objets connectés. Justement, Michaël Charrier, je crois que c'est un peu votre domaine. Comment vous accompagnez les communes, les collectivités dans la recherche d'objets innovants? Et puis, quels sont les objets innovants qui ont la cote en ce moment dans la Loire? Oui, bonjour, Michaël Charrier. Donc, j'ai créé une start-up stéphanoise en début d'année spécialisée sur ce sujet des objets connectés. Et donc, on a compris avec les premiers échanges là, de nos confrères toute la complexité qu'il y avait à mener un projet de développement, de déploiement d'objets connectés. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, il y a des règles à respecter. Et donc, on a mobilisé au sein d'Optimise Network une équipe d'ingénieurs qui est là pour justement conseiller, accompagner, faire les bons choix techniques pour pouvoir développer des cas d'usage qui sont pertinents. Ce qui est important, je pense, quand on mène un projet, c'est déjà tout de suite de bien fixer les objectifs. On sait qu'à la sortie, on va recueillir de la data, il faut que cette data, elle soit directement valorisable. On ne va pas investir de l'argent dans un déploiement d'antennes, de capteurs, etc. si on n'a pas un retour sur investissement à la sortie.
Donc concrètement, sur des cas d'usage qu'on a pu mettre en œuvre, alors vous en avez cité quelques-uns ici, sur la supervision des consommations d'eau, donc on a accompagné une commune nigérienne justement sur ce sujet-là, et très pratiquement, ils ont fait des économies immédiatement. Donc c'est 7 000 € d'eau qui ont été économisés sur la commune en l'espace de 6 mois, alors qu'ils avaient simplement un problème au niveau d'une fontaine publique qui déversait eau tout à l'égout, et les capteurs ont permis de déceler ce problème-là et d'intervenir très rapidement. On parlait du temps réel, là ça a été quasiment immédiat, on a installé les capteurs, dans la journée qui suivait, ils constataient qu'il y avait une anomalie sur cet équipement. Donc ça c'est du concret. Pour ma part, moi j'ai une expérience avant de lancer cette société dans le domaine des réseaux télécoms, alors plutôt l'aspect très haut débit pour le coup. Et là, on a justement développé, et on est en train d'expérimenter avec le ciel, un sujet qui concerne l'instrumentalisation des armoires télécoms, donc les fameux PM, les points de mutualisation de la fibre optique. Avec toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui sur cet équipement, on a des multiples interventions chaque jour sur l'équipement. Malheureusement, aujourd'hui, on maîtrise assez peu l'accès, et l'instrument, l'armoire en tant que telle, n'est pas équipé de capteurs. Donc on va venir l'instrumentaliser, gérer les accès, et donc pouvoir fournir à la fois au gestionnaire du réseau et à son exploitant des données pertinentes pour en assurer l'exploitation et la maintenance. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde d'étudier les données? Comment ça se passe dans les communes qui sont déjà parfois un petit peu réfractaires, et puis en fait derrière il faut étudier ces données pour les analyser, pour avancer. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Écoutez, ça c'est tout le travail de l'interface. Alors c'est pas forcément les collectivités propres qui vont définir l'interface. Les collectivités vont définir leurs besoins, et on va avoir des prestataires qui vont nous permettre de visualiser et de traiter la donnée. Avoir une courbe c'est bien, savoir l'interpréter c'est quand même mieux, et pour pouvoir répondre à un besoin et prendre une décision. Par rapport à ça, c'est peut-être une évolution effectivement sur ce qui existe. Mais l'expérience de la mise en place de la fibre, l'expérience des systèmes d'information géographique qui ont eu lieu dans les communes qui sont déployées, fait que l'outil numérique et la data, c'est quelque chose qui arrive depuis déjà quelques années dans les communes. Donc on est juste à un passage complémentaire sur l'utilisation de ces données. Oui, enfin, avant de parler de données, je reviens pour faire le lien avec ce qu'on a dit. Donc il y a des objets connectés, mais ces objets connectés, ils transmettent effectivement une donnée, mais il faut qu'on ait une infrastructure numérique pour collecter cette donnée. Et là, si vous voulez, c'est l'enjeu majeur, et je peux vous dire que c'est le message que la SBA passe, mais au niveau France et au niveau international. Parce qu'en fait, c'est l'essentiel. Et je vais vous faire un parallèle par rapport à 120 ans. Il y a 120 ans, on a déployé en France, en Europe, un réseau électrique. Dans certains cas, ça a pris 5 ans, 10 ans. La ville de New York, ça a pris 10 ans. Dans certaines contrées, ça a pris 40 ans en France. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus le choix de déployer un réseau numérique sur 40 ans. C'est entre maintenant et 5 ans. C'est l'échéance. 10 ans, ça sera trop tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit bien qu'on va avoir tous des objets connectés. Et on a parlé, il y a des usages qu'on ne connaît pas encore. Mais si on n'a pas mis cette infrastructure numérique, et l'infrastructure numérique, ce n'est pas uniquement la 4G, la 5G, la fibre. C'est tout ce qui va autour. C'est comment on collecte les données et comment on les gère localement. Et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas des données qui partent dans le cloud d'un opérateur et peut-être on va y avoir accès. Ces données, elles peuvent être dans le cloud d'un opérateur et éventuellement, mais elles sont également accessibles localement, comme vous l'avez dit. Et donc, il faut cette infrastructure numérique, et c'est essentiel. Sans cette infrastructure numérique, on va déployer une infrastructure dédiée à un objet connecté avec un applicatif qui sera relatif à cette application et pour un service donné. Et si on a 3 ou 4 services, on va déployer 3 ou 4 infrastructures. C'est ce qu'on a fait il y a 15 ans, parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'autre solution et on raisonnait tout cloud. Maintenant, on raisonne local, edge ou hybride. Mais en tous les cas, effectivement, il faut une infrastructure unique pour l'ensemble des services. Et ça, c'est fondamental et c'est le premier message qu'il faut donner à toute collectivité. Et ce n'est pas simple,
Parce qu'aujourd'hui encore, vous avez des acteurs industriels ou opérateurs de services qui n'en ont rien à faire. Et leur objectif, c'est juste d'apporter un service qu'il était leur service de base. Alors qu'en fait, il faut raisonner différemment. Eux, ils sont là pour apporter un service sur des données et ils n'ont pas forcément à vendre ou à apporter une infrastructure numérique. Je donne un exemple, parce que celui-là, vous allez le comprendre tous. On parle souvent de contrôle d'accès ou d'interphonie. Souvent, pour équiper un immeuble d'un interphone, ben vous avez le portier, la plaquette de rue, l'interphonie en haut, et puis vous avez un câble, et maintenant c'est un réseau IP. Eh bien, aujourd'hui, la plupart des fabricants d'interphonie ont compris que ce n'est pas leur métier de tirer le câble IP. S'il faut, ils le feront. Mais en fait, ce câble IP, ce réseau, cette infrastructure numérique, elle est bâtimentaire, elle est propre au bâtiment. Et eux, éventuellement, ils vont mettre simplement la platine de rue et l'interphone en haut et l'application qui tourne. Vous voyez, c'est très important ce que je vous dis. Parce que cette infrastructure numérique, elle va servir bien sûr à l'interphonie, elle va servir à récupérer les données des compteurs, les sécurités, des capteurs de CO2 et tout. Et c'est vraiment... Enfin, de toute façon, on n'a plus le choix. Parce que très rapidement, on va demander l'empreinte carbone du lot technique du bâtiment. Et si chaque fois qu'on veut un service, il faut X capteurs et X infrastructures numériques, ça ne passera pas. Oui, mais je voulais rappeler ça. Et bien entendu, ensuite, les données, elles sont locales. Et là, si vous voulez, il faut qu'il y ait une gestion locale, mais on en reparlera tout à l'heure. Juste après, Pierre Dubois, d'abord. Ce qui est d'abord. certain, c'est que ces réseaux, ils sont de vertical, ils sont devenus transverses, horizontales. Et c'est pas simple de mettre en place un réseau transverse, horizontal. Et c'est aussi, je pense, un des avantages du ciel, c'est d'avoir une mutualisation des moyens techniques, de pouvoir faire appel à des moyens techniques qui sont malheureusement pas accessibles à des petites communes aujourd'hui. Ils sont accessibles qu'à des grosses métropoles, qui le mettent pas forcément très bien en place d'ailleurs. Et c'est aussi de pouvoir acheter tes capteurs. Là, on parle de CO2, mais il n'y en a plus en France. Hein. C'est fini. Hein. Les stocks, c'est fini. Le ciel a intelligemment passé des commandes, et intelligemment, vous en aurez. Mais les autres, non. Et aujourd'hui, il faut avoir un volume de pouvoir mettre en place des volumes de commandes pour pouvoir dire oui, moi j'en veux, parce que sinon vous ne serez pas servi. Pareil pour les passerelles, il n'y en a plus en Europe, c'est fini, crise des composants. Voilà, le ciel n'a pas de problème de déploiement du réseau. Bravo, bravo. Et vous, au niveau des collectivités, elle vous semble plausible, cette solution d'infrastructure unique ? Alors, non seulement elle me semble plausible, mais elle est en place, elle est en cours. C'est-à-dire qu'il y a déjà un peu plus d'une quarantaine d'antennes qui sont positionnées sur le département et l'ensemble du réseau va être poursuivi très rapidement. Donc, ce n'est pas une vision à moyen ou à long terme, c'est une maison immédiate. On a un certain nombre d'agents qui s'occupent du SAGE, service d'assistance à la gestion d'énergie des bâtiments, qui sont dotés d'une mallette et qui ont déjà des capteurs. L'intérêt d'un capteur, c'est de pouvoir le positionner pour répondre à une problématique pendant un temps donné sur un lieu donné. Et en plus, il navigue entre différentes communes et donc on mutualise un certain nombre d'outils. Ça fonctionne déjà, c'est déjà en cours, et ça permet d'avoir des remontées sur les collectivités, sur l'évaluation des bâtiments, ce qu'il conviendrait de faire dans les années à venir pour se donner un schéma directeur d'investissement, de travail sur les économies d'énergie. Donc, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, ça existe déjà, les capteurs sont là, on voit qu'ils fonctionnent. Il reste à le développer sur l'ensemble du territoire, parce qu'effectivement, il faut d'abord expérimenter, il faut valider l'expérimentation, et ensuite la rendre accessible à tous, et bien évidemment, avoir un accompagnement sur la gestion de la donnée. La question de la donnée est essentielle et cruciale pour que les collectivités restent propriétaires de la donnée. Ça me fait penser un peu aux données de l'INSEE. Chaque collectivité remonte un certain nombre d'informations qui sont mises à disposition du public, du grand public et de certains nombres de structures. Il est assez frappant de voir que bien souvent, quand on fait des études sur les communes, les données ont été remontées de la part de la commune
Et ensuite, la commune paye un cabinet extérieur pour pouvoir analyser des données et redonner un retour à la collectivité. L'objectif là, c'est de pouvoir bénéficier plus rapidement, plus facilement et avoir la maîtrise des données directement. Ça n'empêchera pas de passer par des gens extérieurs qui ont des compétences et qui amènent une réflexion par rapport à la problématique pour trouver la solution, mais en apportant l'ensemble des données utiles et nécessaires. Donc il y a des capteurs qui seront, on va dire, de type fixe, et puis des capteurs qui vont être mobiles et qui vont évoluer dans le temps en fonction des besoins. Et le réseau, il est là, c'est aujourd'hui. Bon, alors comment on va encore plus loin? Alors, j'aimerais juste revenir un petit peu sur ce qui a été dit concernant l'infrastructure unique finalement à l'échelle d'un territoire. Alors bravo le ciel de l'avoir fait, franchement c'était nécessaire en effet. Maintenant je vais faire un petit parallèle avec ce qu'on retrouvait dans le monde du très haut débit. Les premiers réseaux d'initiative publique, et on a de la chance aussi dans la Loire, c'est qu'on a été précurseur sur le sujet à l'époque, on a eu des infrastructures qui étaient gérées par la collectivité. Reste après que sur l'aspect data, l'aspect service, on a un bouquet de services qui est différent, qui provient d'opérateurs différents, d'entreprises différentes. Et on ne peut pas vouloir harmoniser tout ça à tous les niveaux finalement. On peut harmoniser l'infrastructure. Derrière, il y a des services, il y a des cas d'usage, il y a une multitude de sujets qui sont adressés et adressables par différentes entreprises. Donc c'était juste pour modérer un petit peu ce qui a été dit juste avant. Oui, je pense que quand on parle d'interopérabilité, il y a l'interopérabilité en amont, les capteurs, mais il y a aussi l'interopérabilité en aval, des applicatifs, des solutions, des cas d'usage. Là, on a un petit visuel qui permet d'afficher le capteur, mais il y aura d'autres applications, il y a de l'intelligence qui peut être mise en place, des startups qui peuvent se déployer à partir de ces données. Voilà, il y a tout un écosystème d'applications qui peut se mettre en place, qui peut se développer, qui va utiliser ces données, ou pas d'ailleurs. Mais l'important est que la donnée reste propriétaire de la collectivité, qui va prendre des décisions utiles et en connaissance de cause. Mais effectivement, l'interopérabilité, elle n'est pas qu'à un seul niveau. Et l'intérêt d'un réseau transverse comme celui du ciel, c'est qu'elle permet ces interopérabilités avant et après. Emmanuel François, c'est avec la gestion des données qu'on peut aller encore plus loin? Ah oui, parce qu'effectivement, si on a accès à des données en temps réel, ça permet effectivement de mutualiser. Il faut qu'elles soient contextualisées, ces données. C'est important, parce qu'une donnée, si elle n'est pas contextualisée, ça n'a aucun sens. Donc il faut qu'elle soit déjà contextualisée. Mais si on a accès à une donnée en temps réel, effectivement, ça permet, je le répète, de pouvoir imaginer plein de services et d'éviter d'investir dans de nouveaux capteurs, dans de nouveaux réseaux, alors qu'en fait, on a accès à la donnée. Je donne encore un exemple, parce que là, je vois par exemple l'eau, un compteur d'eau. Effectivement, un compteur d'eau, si on a l'information de fuite d'eau ou de consommation d'eau que le lendemain, ça peut être compliqué. On ne pourra pas bâtir des services. Si on l'a quasiment en temps réel, bien entendu, on va pouvoir détecter des fuites, mais on peut aussi détecter des usages. Et par exemple, c'est juste un exemple, si vous croisez l'eau et le CO2, vous allez pouvoir savoir si une personne, entre guillemets, est encore active dans sa maison. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est intéressant? Ça peut être intéressant pour le suivi des personnes dépendantes, des personnes âgées. Oui. Mais ça, si vous avez l'information que tardivement, vous allez arriver peut-être trop tard. Oui, et ça vous évite de mettre d'autres choses. Donc en fait, on voit bien que cet accès, j'insiste sur ces sujets-là, parce qu'on voit bien que si on a accès à des données en temps réel, ça nous permet effectivement de bâtir des services qu'on n'aurait pas pu imaginer auparavant. Par contre, effectivement, ça nécessite de nouveaux métiers. De nouveaux métiers sur, premièrement, la gestion de cette infrastructure, parce que, si vous voulez, c'est comme un réseau informatique dans une entreprise. Il faut que ça fonctionne 24 heures sur 24, 360 jours par an. Eh bien, il faut effectivement un métier. C'est un métier, à la fois de gérer cette infrastructure, de faire les mises à jour de tous les systèmes. Et ça, une fois de plus, ça c'est un métier. Ensuite, il y a le métier de gérer les données et de pouvoir les attribuer à des opérateurs de services. C'est-à-dire qu'en fait, l'opérateur de service, il ne va pas aller dans le coffre-fort, entre guillemets, de données et se servir. C'est le tiers de confiance qui peut être représenté par la collectivité, mais qui peut être
un tiers autre qui va dire, attendez, c'est cette donnée énergétique, par exemple, ou d'eau que vous avez traitée, mais vous n'avez pas accès à toutes les autres données. Et ça aussi, c'est un sujet. Et ça permet de donner la valeur à celui qui est propriétaire des données et non pas à celui qui les exploite. Celui qui les exploite, il apporte un service et c'est contractualisé. Mais une fois de plus, c'est un nouveau mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement qu'on veut mettre en avant parce que c'est un mode de fonctionnement qui est au service du citoyen et de la collectivité et qui est résilient. Un chef de village numérique. Alors effectivement, on commence à parler de chef de village numérique parce qu'effectivement, et je vais aller même plus loin, il faut remettre l'église au centre du village et en termes de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a demain, je peux vous le dire, vous aurez un nouveau bâtiment, alors peut-être pas dans une petite commune, mais si, pourquoi pas, un nouveau bâtiment qui sera le mini data center et dans lequel seront gérées toutes les données. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, on va vers un monde hyper connecté. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on va avoir un nombre de données incroyable. Eh bien, c'est hors de question que ces données, elles aillent à Dallas ou n'importe où, et parce que c'est un coût énergétique faramineux. Et puis, c'est pas sécure. Donc, il faut que ces données, elles soient locales et que le citoyen les voit même, que ces données soient incarnées dans un bâtiment. Et là, si vous voulez, on aura une acceptation citoyenne. Et tout à l'heure, vous parliez que c'est la propriété de la collectivité, yes, mais ça peut être aussi la propriété d'une communauté dans laquelle il y a la collectivité, les citoyens et pourquoi pas du privé, mais avec une gouvernance partagée. Oui, c'est des sujets, mais c'est des sujets qui sont majeurs et qui concernent en fait la démocratie. Ça vous parle, vous, le chef de village numérique dans votre commune? Vous seriez prêt à désigner quelqu'un? Je ne sais pas si c'est... Alors, je ne sais pas, le terme est... En fait, on peut l'appeler, en fait, on l'appelle, nous, aujourd'hui, c'est Digital Community Manager, enfin, dans les jargons, c'est-à-dire le gestionnaire des données communes. Voilà, ce qui me gênait un peu, c'est le terme de chef, si vous voulez. L'élu que je suis et le maire que je suis est plutôt un serviteur de la collectivité plutôt qu'un chef. Voilà. Pour revenir à ce qui vient d'être dit aussi, juste un exemple par rapport à ce qui s'est passé à Toronto il y a quelques années, où ils ont voulu faire une city très connectée. Et petit à petit, on s'est aperçu que finalement c'était Google qui était derrière l'ensemble de la mise en place de cette structure. Et les administrés n'ont pas souhaité poursuivre dans ce schéma. Et ça s'est dégonflé petit à petit, c'est-à-dire que l'ensemble des élus se sont retirés, etc. Il y avait une volonté forte, mais l'aspect économique qui était derrière posait problème. Et quand vous parlez de services numériques au sein, alors peut-être pas de l'Église, mais dans la mairie, je pense qu'on peut tout à fait comprendre que les élus, les administrés, soient gestionnaires de leurs propres données et maîtrisent leurs données. Voilà. C'est pour ça que l'enjeu local est très important. Effectivement, ensuite, avec ces données, on peut aller voir des opérateurs privés, on peut faire tout ce que l'on veut pour s'aider les uns les autres à avancer. La gouvernance de la donnée, effectivement, elle a besoin d'être sécure et proche. Plus on l'externalise, plus le risque est important. On a bien vu avec un certain nombre de réactions sur les compteurs liquides, sur Gaspard et l'ensemble des données. Il faut une adhésion citoyenne. Voilà, il faut l'adhésion. L'adhésion la plus proche, c'est l'adhésion locale. Quand je maîtrise ma donnée et que l'élu, je le croise dans la rue, je sais où je suis, je peux faire remonter un certain nombre d'informations. Le Ciel, c'est un syndicat qui est au service des 323 adhérents de la Loire, des 11 EPCI, et donc la proximité entre élus, elle existe. C'est un service. Alors bien évidemment, sur les petites communes comme les moyennes ou les grosses, il va falloir trouver la taille adaptée pour pouvoir gérer l'ensemble de ces données, les garder aussi en historique, parce qu'avoir une donnée un jour, c'est bien, mais il faut pouvoir la retrouver 10 ans après pour pouvoir mesurer des évolutions, par exemple. Et donc, c'est nécessaire d'avoir un service compétent. Et je pense que la taille du syndicat, qui sait s'entourer aussi avec des partenaires, qui sait être innovant, on l'a vu sur la fibre avec le THD, on le voit que pour le réseau ROC 42, il a toute sa place et toute sa dimension pour le porter avec l'ensemble de ses adhérents. Mais juste, parce qu'effectivement, j'aime bien provoquer ceux qui me connaissent, mais quand je parle d'église, en fait, non, mais
pour ceux qui ne connaissent pas l'étymologie d'église, c'est ecclésia, c'est une assemblée citoyenne. Voilà, donc vous voyez, c'est... Voilà, mais ce qui est important, c'est qu'en fait, pour refaire le lien, c'est qu'en fait, on commence à parler de commun. Et justement, cette infrastructure numérique, y compris le data center ou le mini data center, devient un commun, comme effectivement un transfo, comme etc. Vous voyez, et ça, vous voyez, il faut bien intégrer ça. C'est fondamental, parce qu'en fait, c'est une vraie évolution de société et qu'on n'a pas forcément intégré encore aujourd'hui dans nos modes de pensée. Alors sur la gouvernance de la donnée, il y a un petit bémol, c'est que, et c'est l'intérêt aussi du ciel et l'intérêt de travailler en local, c'est que ça suit aussi des compétences qui existent. Les données de l'école, elles appartiennent à la mairie. Les données du collège, c'est le conseil départemental. Et donc il y a cette segmentation aussi. C'est-à-dire que les données, après, la mairie peut dire j'expose mes données en open data au monde entier. Mais c'est un choix. Elle est maître de cette donnée. Pareil pour le conseil départemental. Ils peuvent le faire ou ils peuvent ne pas le faire. Mais ils l'ont, la donnée. Et du coup, ils sont souverains de cette donnée et ils peuvent le faire. Merci, je vais me tourner du côté du public. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser à nos invités de cette table ronde? Pas de questions. C'est que c'était très clair, on va dire. Est-ce que vous souhaitez conclure, messieurs, peut-être chacun votre tour? Qu'est-ce que vous avez à retenir de cette table ronde? Et quelles sont les visions que les collectivités, la vision que les collectivités doivent avoir pour, après cette table ronde? Alors, un petit mot de conclusion, moi je dirais simplement que voilà, on a la chance d'avoir un territoire qui a pris les devants sur ce sujet-là. On a des entreprises qui se développent aussi sur le territoire et qui sont là pour accompagner aussi bien le monde des collectivités, mais aussi les entreprises, il ne faut pas les oublier dans tout ça, parce que ça les concerne aussi énormément. Et donc voilà, c'est de mettre en place les bonnes synergies entre les différents acteurs pour qu'on aille vers des données sécurisées, des infrastructures fiables et que ça bénéficie à tout le monde. Et vous, votre rôle là-dedans, très rapidement, il se trouve où? L'accompagnement, le conseil et toute la partie service qu'on peut proposer derrière jusqu'à la gestion de la donnée si besoin. Merci, Michael Charrier. Pierre Dubois, un mot pour conclure. Je pense que l'une des caractéristiques du ciel, c'est de dire on va pouvoir mettre en place ce réseau qui va accompagner sur la durée des usages qui vont évoluer. Il y a des usages qu'on ne connaît pas. Dans 2 mois, il y en aura d'autres. Dans 6 mois, il y en aura d'autres. Ces usages, ils ont un retour sur investissement, parfois pas. Et aujourd'hui, voilà, le CO2, je vous ai expliqué, les ouvertures de fenêtres, les consommations de chauffage qui vont augmenter. Donc là, oui, il va y avoir un retour sur investissement. Mais finalement, on ne le connaissait pas il y a encore 15 jours. Donc, ces données, ces usages vont évoluer à toute vitesse. Et d'avoir un réseau transverse, interopérable, va permettre d'asseoir le futur de ces usages. Merci. Emmanuel François, on est en bonne voie, visiblement. Oui. Non, mais très succinctement, je salue effectivement le territoire, le ciel qui porte l'innovation, parce qu'en fait, on progressera que si effectivement on porte l'innovation, l'expérimente, et on puisse ensuite la modéliser pour l'étendre et la massifier. Et là, je trouve que, j'avoue que je salue, parce que chaque fois que je viens ici, je vois qu'il y a du progrès, et c'est positif. Et ensuite, je répète effectivement ce que j'ai dit, mais qui est confirmé, c'est que aujourd'hui, on se heurte beaucoup à des problématiques de ROI. Parce qu'en fait, on reste encore en mode vertical et on veut intégrer tout, notamment l'infrastructure numérique. Et même pour l'efficacité énergétique, ça pose des problématiques de ROI. Alors que si cette infrastructure numérique devient un commun, et à la rigueur, même que ça soit un projet de loi qui dise, mais de toute façon, il faut que ça soit dans tous les bâtiments, dans tous les territoires de France et même en Europe. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis effectivement en relation avec l'Europe pour leur proposer ça. Effectivement, ça changera tout. Parce qu'on aura effectivement cette infrastructure numérique, on ne se posera plus systématiquement cette question de ROI. Et dès qu'on rajoute un objet connecté, dans certains cas on n'en rajoute pas, on apportera de nouveaux services. Et je pense que c'est la voie vers laquelle on doit aller. Et moi, personnellement, c'est le message que je passe au gouvernement, car c'est la première chose qu'on doit faire dans le plan de relance. C'est le premier investissement, c'est de déployer cette infrastructure numérique dans tous les territoires, comme il y a 120 ans, on a déployé un réseau électrique ou un réseau d'eau. Merci beaucoup. Le mot de la fin, Thierry Gouby.
le mot, ça sera peut-être les mots de la fin. À écouter la conviction de mes collègues sur scène, je ne fais pas de doute pour dire que le réseau est là, il est devant nous. Aux collectivités de s'en saisir. Je crois que le ciel est là pour les aider justement à comprendre, à avancer. Je dirais même la prise de risque est minime. L'investissement financier par rapport au ROI sur le réseau n'a aucune commune mesure avec le THD. Je ne vais pas annoncer de chiffres, mais je pense que c'est un usage, enfin un coût modéré par rapport à une évolution majeure des prises de décision et de la responsabilité. Quand on voit le coût des énergies, par exemple, quand un gymnase reste mal fermé ou ouvert, ou le chauffage n'est pas réglé, ou la salle des fêtes, ou des choses comme ça dans les communes, on peut penser qu'on va avoir une gestion énergétique meilleure grâce à cet outil. Pourquoi s'en priver? Il est là, il est devant nous, il est accessible, il est à portée. Il nous reste sans doute à définir l'organisation interne pour maîtriser la data, parce que c'est quand même ça l'enjeu. Mais une fois que cet enjeu va être répondu, on va pouvoir le répandre. J'espère qu'on sera à l'image du THD, un département majeur en France qui a réussi à faire passer la fibre en 5 ans sur l'ensemble des habitations du territoire. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à déployer ce réseau dans l'ensemble des collectivités du département, en allant des collèges jusqu'aux communes, et à le faire fonctionner pour être efficace. Quand on voit le titre, on parlait des usages. L'usage, moi j'avais envie de faire le lien avec les usagers. Bien évidemment, il y aura un retour direct pour les usagers sur leur facture d'eau, sur un certain nombre d'outils qui permettront un meilleur service plus proche des uns des autres et d'être très réactifs. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir suivi.